Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la page des femmes inspirantes de La Réunion. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Farzad, qui est le premier homme qui répond à nos interviews de femmes entrepreneurs de sens. Bienvenue Farzad, si tu peux nous dire qui tu es. Merci, bonjour Stéphanie. Je m'appelle Farzad Felezi, je suis iranien à la base, arrivé en France en 1989 et à l'île de la Réunion il y a à peu près 3 ans pour me marier. Donc je suis marié, nous avons un enfant avec ma compagne qui est indo-mauricienne et nous vivons dans le sud de l'île de la Réunion. Euh, Par ailleurs, j'adore la musique, donc le violon, la guitare, la musique iranienne. Je joue du setar, c'est l'ancêtre du sitar auquel je m'entraîne aussi ici à l'île de la Réunion. Et en profession, je suis euh, formateur et consultant en prise de parole. J'aide les gens à prendre la parole. D'accord. Quel est ton parcours, Farzad? Qu'est-ce qui fait qui tu es aujourd'hui en fait? Euh, alors, qu'est-ce qui fait ce que je suis aujourd'hui? Euh, Par où commencer? Dis-moi, guide-moi, s'il te plaît. Comme tu as envie, comme tu as envie, comme ça te parle. Où tu as envie de commencer, peut-être pourquoi avoir atterri à La Réunion, qu'est-ce qui fait que tu as eu peut-être envie d'être formateur aujourd'hui, pourquoi la prise de parole en public dans tes formations, qu'est-ce qui t'anime en fait et qui a fait que tu as fait ce choix en fait. Parce que je Hmm, suppose que tu n'as pas toujours été formateur et que tu as non. peut-être fait d'autres métiers. Hmm. Oui, c'est vrai. Alors, à la base, j'ai j'ai fait mes études à Bordeaux en communication, management et création d'entreprise. Et j'ai commencé à créer des entreprises bien avant de faire des études. Euh, Mon père est un entrepreneur et avec lui, je l'ai suivi au cours de toutes ces négociations depuis l'âge de 4 ans. À l'âge de 13 ans, j'ai fait ma première levée de fonds et première reprise d'entreprise. Et tout seul, j'ai commencé à entreprendre avant même la fin de mes études en Master 1. Et j'ai continué comme ça jusqu'à ma quatrième entreprise. Donc en série comme ça, entreprise après entreprise. Et là, j'ai eu la chance en 2012 de, de faire faillite. La vie m'a offert ça. Et je suis passé d'entrepreneur à Resto du Cœur. Et j'avais une boutique où je comptais faire des filiales avec. C'était une boutique de produits en circuit court, en bio. Et, euh, et tout à coup, je me suis retrouvé dans une situation assez particulière, Stéphanie. J'ai, je me suis retrouvé avec, tu sais, les sacs de nourriture gratuite des Restos du Cœur. Et je me suis dit, mais dis donc, il y a 2 semaines à peine, je vendais des paniers de produits quasi ultra luxe, tu vois, pour parfois 200, 300 euros. Et aujourd'hui, on me donne gratuitement. Donc, c'était un autre niveau de valeur. C'était d'autres prises de parole, d'autres discours avec lesquels j'étais en relation, d'autres gens. C'était souvent des ouvriers ou des managers ou des personnes qui avaient servi toute leur vie et qui continuaient à servir. Donc, j'ai commencé à servir à leur côté. Et à ce moment-là, fallait que je me relève, mais je voulais pas me relever de la même manière que j'avais fait auparavant. Il y a quelqu'un qui m'a proposé un contrat de vendeur dans les énergies renouvelables et je me suis refait comme ça, j'ai repayé mes dettes. Et à ce moment-là, j'ai un de mes clients, après 2 ans, qui m'a dit Farzad, quand tu parles à nos commerciaux, ils ont de plus grandes performances, on ne t'achètera rien de panneaux photovoltaïques ou de LED, etc. Par contre, on veut que tu sois formateur et que tu parles à nos commerciaux. Donc, je me suis dit, c'est quoi formateur? Je me suis formé à être formateur. Et j'ai commencé par la vente, par la conduite du changement, la qualité de vie au travail. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, qu'est-ce qui fait le point commun de tout ça? C'était la prise de parole, c'était le fait de montrer comment on peut s'exprimer de manière sincère, authentique, et qui peut changer le management d'une entreprise, la vente, et la façon dont on peut voilà, considérer le monde en tant que patron, voire même en tant que salarié. Et j'en suis arrivé à enseigner la prise de parole. Et donc, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Et puis après, on m'a invité de plus en plus dans d'autres réunions un peu plus vastes. Je suis passé d'un public de 16 personnes à 50 personnes et c'est devenu des conférences à 100 personnes, voire plusieurs centaines de personnes. Et là, je me suis pris de passion pour écrire des discours et les dire. Alors, j'ai commencé à les écrire pour moi, sur les sujets qui m'intéressaient, mais aussi pour les sujets de mes clients. Et, et à un moment donné, j'ai été confronté à des sujets d'autres personnes.
des personnes qui ne parlaient pas, qui étaient introverties, qui dans leur vie avaient vécu des choses, mais que ces choses restaient enfouies au fond d'elles. Alors, ça a été un vrai challenge pour moi, mais j'ai tenté de le relever jour après jour. Et quelque part, c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Je ne suis pas le mouton noir, homme parmi les femmes qui vient parler à la place des femmes. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est quelque part pour raconter l'histoire de ma mère. Ma mère n'était pas capitaliste, ultra-libérale. Et à travers son histoire, j'aimerais transmettre la voix de ces femmes qui n'ont peut-être pas pris la parole jusqu'à leurs derniers jours, en fait. Oui, c'est vrai que tu avais interpellé en disant, voilà, moi j'aimerais parler de ma maman qui a été une entrepreneur aussi et j'ai envie de témoigner. Donc, si tu peux nous dire ce que tu avais envie de partager avec nous, bien sûr, en toute humilité, vraiment en vérité, en fait, sans tabou et posé, si tu peux nous raconter un peu ce qu'était ta maman. Ouais, pour poser les choses, c'est vrai que tu m'as mis en confiance lors de notre premier échange. Et donc, ce qui me donne matière à me dévoiler et à déployer ces parties de ma vie et de la vie de ma mère, qui sont des parties un peu secrètes, on va dire, un peu cachées, qu'on ne dit pas parce qu'on n'ose pas dire. On aime montrer les côtés flamboyants, tout ça. Ma mère était entrepreneur aux côtés de mon père, dans une société d'assurance et dans plusieurs autres affaires, mais elle était serviteur de ses causes, alors qu'elle défendait des causes beaucoup plus vastes et beaucoup plus grandes que sa famille même ne connaît peut-être pas aujourd'hui. Et c'est parce que je suis resté avec elle à discuter pendant des heures et des heures qu'elle m'a dévoilé certaines parties de sa vie. Euh, et j'aimerais vous les dévoiler aujourd'hui. Peut-être que ça pourra vous parler aux femmes qui écoutent. Voilà. Alors, par où commencer? Elle s'appelle Tahereh. Je suis tellement heureux de parler d'elle, j'en parle très peu souvent. Ma propre femme, je lui en parle pas. Avec ma sœur, parfois, on a des souvenirs. Mais... elle s'appelle Tahereh et tu vois, moi j'ai appris à travers elle et à travers de nombreuses femmes que beaucoup n'osent pas prendre la parole, qu'elles ne s'expriment pas, que voilà, qu'elles n'en cessent de, que je n'ai cesse de dire à ma femme, à ma sœur, à toutes ces femmes-là que prenez la parole, dites-le sans hésiter, sans trépigner et vous poser mille et une questions. Et c'est un peu comme ça qu'a commencé ma mère. Donc, Tahereh Felezi Nassiri Bostejani, elle est née au port de Tolkaman, en Iran. Alors, c'est une ville très charmante, si un jour vous avez l'occasion d'y aller. Elle est née dans une famille pieuse, traditionnelle et à la base matriarcale, cultivateurs et cultivatrices de pistaches et de grenades. Elles avaient des terres qui s'appellent les terres de l'âme, Bostejan, Bostejani, ça veut dire ceux qui sont dans les terres de l'âme. Elle me racontait souvent les histoires de son grand-père qui était toujours très bienveillant et respectueux de sa grand-mère. Et elle avait toujours cet état d'esprit que les hommes sont doux et qu'ils prennent soin des femmes. Et que les femmes sont celles qui transmettent la connaissance et celles qui finalement sont le pilier de la famille. Alors, dans la société de leur village, voilà comment les choses fonctionnaient et voilà comment je l'ai découvert. Je l'ai découvert un jour où j'étais allé voir mon arrière-grande-tante qui était en train de se recueillir sur la tombe de son mari. Et il y avait un poème écrit dessus et je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Elle me dit mais je ne sais pas parce que je ne sais pas lire. Et là elle me dit tu sais à une époque nous les femmes nous transmettions tout. Comment coudre, comment cuisiner, comment cultiver, comment gérer l'humain lorsqu'il fallait récolter. Et un jour, la ville est arrivée, le progrès est arrivé, et ce sont les hommes qu'on a envoyés dans les villes pour aller étudier. Et eux, ils ont vendu une partie des terres, ils sont allés aux États-Unis, ils sont devenus riches, ils sont devenus architectes, entrepreneurs. Et c'est eux qu'on a mis en avant, et nous, on est restés en arrière. Et je lui ai dit, mais ma chère tante, qu'est-ce que tu transmettrais aux femmes aujourd'hui? Elle me dit, c'est de viser le plus haut, et non pas de prendre la place des hommes, mais de prendre leur place à elles. Parce que cette place-là, elles l'ont depuis toujours. Et j'ai jamais vraiment osé le dire parce que je me suis soumis à la loi des hommes. Et en fait, ce discours qu'elle avait, quand moi j'en ai parlé à mes tantes, à ma mère, personne ne m'a cru en fait. Tellement
tellement c'était un moment unique, tu sais, privilégié. Et c'est un peu ce qu'a vécu ma mère. Elle a eu 2 enfants, moi et ma sœur, qui s'appelle Padidé. Elle vit dans le sud-ouest de la France. Elle a 2 frères et 3 sœurs. Et plus de 3000 élèves femmes de par l'Iran et de par la France. Ma mère était un génie haut potentiel avec un très fort QI. euh, et elle était très studieuse, toujours première de la classe. Elle a vécu une ascension sociale par l'éducation. Et c'est ce qu'elle a toujours transmis. Euh, et elle a toujours eu cette volonté de transmettre le sport, de transmettre toutes des valeurs à travers les enseignements. Elle faisait des réunions entre femmes à l'époque en Iran qui transmettaient voilà, de la force aux femmes. Moi, je ne savais pas tout ça. C'est elle-même qui me l'a raconté. Parfois, c'est mon oncle qui m'a raconté, bien entendu, après qu'elle était décédée. Ensuite, ben, elle était dans une famille où son père était violent. Elle a hérité un peu de cette violence que j'ai vécue aussi et que j'ai transformée aujourd'hui. Elle avait un très fort engagement social et citoyen. Elle luttait pour le droit des femmes, des salariés, et elle faisait partie, alors là, c'est le truc un peu tabou en Iran, mais je pense qu'aujourd'hui, je peux le dire à La Réunion en France. Elle a fait partie des jeunesses communistes. Et puis, elle a abandonné cette quête quand elle s'est mariée avec mon père, Farshid Youssef Felezinathiri, qui est un poète. Mon père est un vrai poète, mais c'est la partie cachée et féminine de sa personnalité qui ne se voyait pas trop derrière son côté entrepreneur, néolibéral, ultra-capitaliste. Donc, d'un côté, une communiste, de l'autre côté, un capitaliste. Un sacré mélange. Voilà. Et, euh, et puis, on est arrivé en France en 1989 parce qu'à l'âge de 4 ans, on m'a dit que j'allais mourir bientôt, à 8 ans. Et du coup, mes parents se sont mis en tête d'aller chercher un soin à l'étranger. On est arrivé en France. En 1989, chute du mur de Berlin. Et là, elle a eu toute une période où, tu sais, elle a dû apprendre le langage. Elle m'a enseigné le langage. Elle m'a appris à lire et à écrire. En fait, c'est pas l'école de la République qui m'a appris à lire et à écrire. Quand je suis arrivé en CP, je savais déjà. C'est ma mère. C'est-à-dire, depuis l'Iran, elle a pris les journaux patiemment. Elle m'a dit, voilà, ça, ce mot-là, ça veut dire ça. Et puis, ben, comme j'étais plus jeune et que j'avais moins d'activités, je pouvais apprendre plus vite. Euh, et donc, j'ai appris le français comme ça. Adaptation culturelle, apprentissage de la langue, ça a été les époques de la création de son réseau aussi là-bas. On est passé d'un grand appartement de plus de 100 mètres carrés dans les hauts quartiers de Téhéran pour arriver dans un petit studio étudiant à Pexoto, à Talence. Les toilettes étaient dehors. La maternelle était à côté. Maintenant, c'est devenu une médiathèque municipale. Voilà, ça fait des souvenirs. Et, et je retiens en fait de son parcours, tu sais, toutes les années de blessures, les blessures du passé, qu'elle a accumulées et qu'elle a gardées en elle au final, le mal qu'on lui a fait, les hommes qui ne l'avaient pas respecté, les années de violence avec son père, ses frères, ses sœurs. Ma mère était celle qui se mettait en porte-à-faux exprès par rapport à son père pour ne pas qu'il frappe ses sœurs, par exemple, et pour qu'elles soient frappées à leur place. Donc, elle a transmis ça dans ces époques de militantisme non violent, dans le rejet d'un système, dans le rejet de certaines pensées, voire même de la religion. Après, elle a vécu toutes les années d'attente. Alors, attente de la famille, attendre le conjoint, parce que mon père était toujours en Iran, il faisait des allers-retours. Attendre la guérison par rapport au cancer, attendre la réussite de ses enfants. Peut-être c'est des choses à travers lesquelles beaucoup de femmes passent et dont elles ne parlent peu souvent. Attendre d'être aimée, tout simplement. Et il y a eu les moments de soumission aussi. Tu sais, j'ai remarqué par exemple qu'elle avait des amis, mais il y a chez les femmes, comme chez les hommes, hein, des gens qui sont plus extravertis, qui osent davantage parler et qui ont un caractère un peu dominant, tu sais. Et, et quand on est un peu faible, quand on est dans l'impasse, on a tendance à se soumettre à ces personnes ou à ce genre de système et aux personnalités fortes. Donc elle a eu ces périodes-là.
où elle était soumise et servitrice d'autres femmes, mais pas pour transmettre, mais simplement par ce jeu de domination qu'on a entre les uns avec les autres. Et puis, il y a eu toutes les années extraordinaires de dons, de l'expression. Elle a commencé en France à travers une association iranienne d'une organisation qui s'appelle la MTO, mto.org, à transmettre l'écriture, la littérature iranienne, persane, la poésie. Et elle avait une technique d'enseignement où elle donnait la parole aux gens. Voilà. Je ne sais pas si tu m'entends. Là, ça passe? Oui, j'ai eu un appel, du coup, ça a coupé le truc. Pardon. D'accord. Donc, elle a eu ces années où elle faisait le don de l'expression de soi, la transmission, l'écriture et ses enseignements. C'était vraiment, elle invitait les gens à parler. Et il se trouvait qu'elle avait des femmes qu'elle avait comme élèves. Et elle passait des moments vraiment très privilégiés avec ces femmes. Ça lui rappelait ces époques où elle transmettait aussi en Iran. Et là, elle a vraiment commencé à transmettre l'excellence, mais autrement. Tu sais, sans ce sentiment d'injustice, de lutte contre quelque chose, de militantisme, mais avec un accueil des faiblesses, des vulnérabilités, une baisse de sa garde, de sa colère, avec beaucoup d'humour, et une très forte concentration tu sais, sur l'énergie de donner le meilleur de soi. Euh, et, et au final, tu sais, les meilleurs moments que j'ai vécu avec ma mère, c'était quand elle est partie en Iran à nouveau. Le cancer s'était métastasé. Les médecins disaient que elle pourrait plus s'en sortir. Elle avait la volonté de retrouver sa famille et son pays. Elle voulait mourir là-bas. Et les médecins m'ont dit c'est impossible, vous ne pourrez pas l'emmener dans cet état-là, etc. On l'a quand même amené. Et c'était à une époque où je travaillais énormément. J'étais entrepreneur, entrepreneur très occupé. Je me réveillais à 5 heures du matin, je finissais mes journées à 22 heures le soir. Je me rappelais que les larmes aux yeux, j'avais un téléphone avec le fournisseur d'un côté, un téléphone avec le médecin de l'autre et le client qui venait me voir en face. C'était des périodes très difficiles. Et, euh, et j'ai appris d'elle, j'avais donné une caméra à mon père pour l'enregistrer, pour la filmer. Et j'ai vu ses comportements, j'ai vu ses attitudes nouvelles, quelque chose de complètement neuf, comme s'il y avait eu tu sais, une remise à zéro de tout. Un retour à une simplicité extraordinaire. Et, euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec elle dans ces moments-là, dans ces 6 mois, entre le moment où elle est partie et le moment où elle est morte. J'ai découvert, par exemple, que sur l'ordinateur et sur les dictaphones, comme ça, comme ma sœur m'a offert aujourd'hui, elle avait enregistré des lectures du Coran. Alors que moi, je pensais qu'elle avait toujours, ou presque toujours, refusé les religions. Et son discours était plus spirituel. Comment dire, elle faisait face à l'ignorance, à la famille, à la médiocrité du monde, avec beaucoup d'humour, beaucoup de détermination. Elle rendait gloire et honneur à tous les cœurs sincères, aux poètes, aux esprits éclairés. Même sa famille était étonnée. Tu sais, un peu comme un maître spirituel. Tu sais comment parle un maître spirituel, comment parle quelqu'un qui est éveillé, euh, quelqu'un qui ne tient rien du passé, qui ne projette absolument rien sur le futur, qui n'a aucune inquiétude ni par rapport à ses enfants, ni par rapport à la maladie, ni à la mort. Mais tout ce qui est là maintenant et tout est clair. J'ai pris beaucoup de plaisir à ça et elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Elle m'a dit, on a hérité de la violence, toi et moi, dans cette famille. Ce que mon père m'a fait et que je t'ai fait subir, ne le fais pas à ta sœur. Prends soin d'elle, prends soin de la violence. Et pardonne tout. Pardonne tout parce que c'est ça qui donne le sens. Et de tout ça, voilà, tu m'avais dit qu'est-ce que j'avais à retenir de l'expérience de ma mère et de ce qu'elle m'a transmis. J'ai retenu 7 choses. Mais avant de les dévoiler, voilà, si tu as des choses à me demander ou à poser des questions, pour que je puisse reprendre un peu de salive aussi, pour t'écouter Je aussi. pense que quand on arrive à une phase de maladie qui est compliquée, mais pas que, ça peut être aussi des coups durs de la vie, en fait, où tu te retrouves les 2 genoux à terre et puis tu te dis: «OK, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je ne veux plus et comment j'avance?» Et on revient vers soi, en fait, et vers
ce qui finalement est essentiel, qui est ici et maintenant, et tu l'as dit tout à l'heure, Mm. est spirituel, mais forcément, Mm. forcément. On peut rejeter bien des années notre foi et revenir. Beaucoup de fois, on parle de reconversion à cause des coups durs, en fait, ou grâce aux coups durs, j'ai envie de te dire, puisqu'on est maître de rien du tout. Moi, c'est ce Mm. que je retiens. Je ne suis maître de rien. Par contre, je peux être l'objet du maître de là-haut, en fait. Ouais. C'est, je comprends tout à fait le sens de son retour à la spiritualité, toi qui pensais qu'elle n'en avait jamais eu et qu'elle allait contre, tu vois. Mais le fait d'avoir la foi, je pense que ça permet de dépasser des montagnes, d'être beaucoup moins blessé, de pardonner. Tu l'as dit, hein, le pardon, pardonner tout le temps. Et chez nous, dans Mm. la Bible, pardonner 7 fois, 797 fois, tu sais, c'est Oui, énorme. Donc, c'est pas simple. Mais je crois que ça donne beaucoup plus de sens, même si c'est pas facile, bien sûr, le pardon. Et tu mm. parlais des coups durs de la vie, des violences subies. Mm. On en subit tous, je pense, qu'elles soient physiques ou psychologiques, de personnes proches, de personnes moins proches. Et je crois que c'est ce qu'il faut demander au quotidien, en fait, à cette force qu'on ne maîtrise pas et qui est de là-haut, c'est de nous donner cette force, de pouvoir pardonner en vérité. Parce que Mm. pardonner est un grand mot. On peut dire Oui, pardon, mais le ronger à l'intérieur et l'étape du réel pardon, c'est. Enfin, je crois qu'on a toute une vie pour pouvoir maîtriser. Essayer de oui, faire au mieux pour être meilleur pour son prochain, en fait. oui, c'est vrai. Tu sais, quand j'ai étudié l'histoire des femmes pour créer la dernière conférence là, à Saint-Pierre, ce que la ville de Saint-Pierre m'a demandé, eh ben, je me suis rendu compte que une femme, quand je la rencontre aujourd'hui, au lieu de lui dire bonjour, je devrais lui demander pardon, tellement on a nous les hommes, fait du mal. Mais on est né dans un corps et dans un sexe, c'est pas pour rien. Et c'est pas, c'est peut-être pour quelque chose. Tu vois, on a peut-être un rôle à jouer. Et dans toutes les spiritualités que j'ai visitées, parce que les expériences que j'ai eues m'ont amené à vraiment me questionner sur ces choses-là, dans les 5 grandes voies de tradition spirituelle qui existent aujourd'hui. Et dans le bouddhisme, par exemple, j'ai appris que on hérite quelque part. On hérite les formats et les schémas. Dans l'hindouisme, il y a une répétition du karma qui se fait. La loi du talion dans la religion hébraïque et judaïque, par exemple, qui dit coup pour coup te sera rendu. Donc, ne donne pas de coup, parce qu'il te sera rendu. Et quand Jésus prend la main de Saint-Pierre et qu'il lui dit, mais ne frappe pas, toi tends l'autre joue, c'est ne te fais pas justice à toi-même. Dans le Coran, c'est la même chose. Dans ce que dit Mohammed, ce que disent toutes les spiritualités, c'est la même chose, mais on l'oublie. Euh, et, et ça, c'est le premier élément sur lequel j'aimerais attirer l'attention, tu sais, sur les 7 que j'aimerais citer ici, et qui pourrait vraiment être utile, avec lequel repartir. Tu vois, quelqu'un qui regarde cette vidéo pourrait repartir avec. Le pardon donne le sens, se lâcher prise. Parce que souvent, tu exprimes les injustices, les torts qui t'ont été faits, ou à travers toutes les histoires que tu as, que tu te donnes du sens à ta vie. Tu penses que ça te donne un sens à ta vie. Mais moi, je dis l'inverse. Et j'ai remarqué que toutes les spiritualités disent l'inverse. Ils disent en fait, c'est le pardon, le détachement, la transformation de tous ces récits de vie négatifs, violents, désastreux, vraiment médiocres, qui nous font honte à notre propre humanité. C'est l'abandon, le détachement à tout ça, la transformation, tout ça qui donne un sens caché dans ces expériences. Même les expériences les plus douloureuses. Et ça, c'est ce que m'a appris ma mère, finalement. De retenir la main qui veut se venger, comme Jésus l'a fait avec Pierre. De retenir la langue qui veut dire « toi, tu m'as fait ça ». Parce qu'au fond, cette violence, tu vois, on l'a... Et là, c'est le deuxième point. On... Au lieu de la juger, au lieu de la pointer du doigt, peut-être c'est ton responsable d'en prendre soin. Tu vois, de le prendre dans les bras, de l'embrasser. Parce que des fois, on voit des enfants ou ton propre enfant qui va avoir des comportements violents, il l'a hérité. C'est un héritage humain de l'humanité. Il ne sait pas quoi en faire. Tu vois, alors soit on l'entraîne à la violence, à nouveau,
euh, à la vengeance, etc., si on lui dit, écoute, prends soin de ça, prends-le dans les bras. Et au lieu de lutter, de combattre, d'aller contre quelque chose, eh ben, tu te rends compte que, tout comme la peur, ben, la violence est un héritage de l'humanité. C'est pas que toi qui l'as, tout le monde l'a. On a des niveaux différents. Et ce truc-là, il ne peut pas être tué. Comme le disait le maître Thich Nhat Hanh, auprès duquel je suis allé être enseigné dans le bouddhisme, il me disait, en fait, tu, tu, tu peux lutter contre un terroriste, tu peux envoyer des bombes, tu peux envoyer une armée contre quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu vas faire contre la peur? Tu peux rien. Tu as toujours en toi. Et la prise de parole qui est là dans le soin de la violence que par rapport à l'attaque de la violence est une prise de parole, une expression qui est totalement différente. Et, et ça peut être soigné. C'est-à-dire, moi, je suis la preuve vivante que les injustices du capitalisme, du consumérisme, de la façon qu'on a eu de manière frénétique à aller faire de l'argent, ça peut être soigné. Parce que je faisais partie de ceux qui pensaient et qui faisaient de cette sorte. Tu sais, je faisais partie de ceux qui disaient après moi le déluge. Donc, on va faire le chiffre d'affaires de demain. Alors que chez les cultivatrices de ma famille, qui étaient liées à la racine maternelle, eh ben, quand il y a le déluge, il y a le déluge. Tu ne peux pas cultiver, tu ne peux rien faire. Donc, tu dois accueillir le fait que les arbres ont été détruits, les branches sont tombées, la production est morte, tu vois. Et puis, on va faire avec ce qu'on a stocké. Et puis, on va économiser l'eau. Dans la famille de ma mère, c'est absolument impressionnant. J'ai une tante, elle économise l'eau comme j'ai jamais vu de toute ma vie. Et je suis revenu à ces racines-là. Et parce que ma mère m'a appris qu'il fallait voilà, euh, prendre soin de la violence, tout simplement. Après, voilà, dans les années où elle a beaucoup attendu, tu sais, par rapport à la, à la maladie, aux autres, ce que j'aurais à dire aujourd'hui et ce qu'elle pourrait dire peut-être à travers moi, c'est ne rien attendre de personne. Tu vois, ce serait le troisième point. Ne rien attendre du prince charmant qui viendrait, de Dieu, de la guérison, de quelqu'un qui viendrait te sauver, parce que tous risquent de te décevoir quelque part, sauf une seule personne. Et cette personne, c'est toi. Donc, je pense que si elle avait une langue pour parler aujourd'hui, elle dirait ça. Et j'encourage vraiment ma sœur, si elle voit cette vidéo, ou ma femme, si elle l'entend, d'y aller, tu vois, de faire ça, de prendre cette parole. Que je me sente pas si seul dans le fait de distribuer ça en tant qu'homme pour les femmes. Ensuite, il y aurait un quatrième point, ce serait peut-être de s'affirmer face aux personnalités qui veulent te dominer, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Il y a beaucoup d'introvertis chez les femmes et on en parlait, toi et moi, quand on en discutait au téléphone. C'est souvent les gens qui parlent le moins qui ont le plus de choses intéressantes à dire, au fond. C'est-à-dire, c'est pas moi, là, que les gens voient. C'est des gens qui sont derrière moi. C'est des gens à qui j'ai parlé, des gens dont j'ai recueilli le récit, des femmes réunionnaises dont j'ai recueilli le récit. Mais ces femmes méritent de le dire par elles-mêmes. Peut-être elles ne l'osent pas aujourd'hui et c'est à nous de dire, venez au devant de la scène, auquel même, quitte à élever la voix, quitte à refuser de faire ceci ou cela qu'on leur demande, à quitter la partie, à jouer leur propre jeu, tu vois, un jeu qu'elles maîtrisent, un jeu où elles peuvent non pas servir quelqu'un et son image, mais le plus grand nombre. Comme elles savent le faire, tu sais, avec amour, avec l'enfant qu'elles ont eu, peut-être avec l'enfant des autres. Et ça a été une vraie bataille et une vraie réalisation pour ma mère et moi, parce qu'on ne s'est jamais entendus. Et un jour, quand on est arrivé en France, tu sais, quand j'étais à la maternelle, j'ai raconté ça dans un TEDx, mais ça a été coupé à la fin. Alors, ça va être le seul endroit, cette vidéo, où je vais le dire en secret. C'est que, à un moment donné, dans mon école, j'ai rencontré quelqu'un qui avait la peau noire. Et en Iran, j'avais jamais rencontré de personne de couleur noire. Alors, dans la cour de récré, je suis allé par curiosité, comme un enfant de 5 ans. Je suis allé frotter le visage de mon camarade et j'ai dit, mais il faut dire à tes parents qu'ils te lavent. Mon Dieu, je suis allé, on m'a mis au coin, je suis passé en conseil de discipline, le temps s'est arrêté dans la cour de récré, je me suis fait humilier par tout le monde, sauf par ma mère. Elle m'a pas fait la leçon, elle est rentrée à la maison, elle m'a rien dit sur tout ça.
Et dès la semaine d'après, elle m'a trouvé une nounou. Et cette nounou était une dame camerounaise qui avait 5 enfants. Et donc, j'ai vu les coutumes, j'ai vu cette femme avait un mari qui était chirurgien. Elle avait 5 enfants. Et c'était mon amie dans l'école qui était sa mère. C'était la mère de mon ami. Et alors, un soir, j'étais témoin de quelque chose, tu sais, un peu comme les enfants qui regardent à travers la fente de la porte, les adultes qui parlent. J'ai vu ma mère arriver très fatiguée et elle a posé la question à cette grande dame africaine. Elle lui a dit, mais comment ça se passe avec Farzad? Elle lui a dit, ben, il commence à nous parler, mais il se laisse toujours pas toucher. Et là, ma mère fond en larmes. Elle a dit, je suis pas arrivée, je suis pas arrivée à lui faire aimer les autres. Il y a toujours cette violence, il y a toujours cette agressivité, il y a toujours ces, ces tourments du passé. Et là, cette dame, elle n'a pas répondu, elle a rien dit. Elle avait un enfant dans les bras, un nouveau-né. C'est un petit bout de chou tout noir, sauf le plat des mains et des pieds, qui, qui était blotti contre elle. Et elle le met dans les bras de ma mère. Et ce bébé se blottit. Et on sent cet amour, tu vois. Et ma mère ressent ça aussi. Et je le sens moi-même qui regarde la scène. Et là, elle dit 2 mots qui restent dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui. C'est cette dame camerounaise, elle lui dit, tu vois, tu sais faire. Et lui aussi, il sait faire. Alors laisse faire. Aussi simple que ça. Laisse faire les choses. Et, et ça a été un grand message pour moi qu'aujourd'hui je transmets, qu'on n'attend rien de personne et qu'on s'affirme face aux autres personnalités, au système, à notre héritage. Et que cet amour qu'on a en soi, on peut l'apporter au plus grand nombre et que tu le mérites et que les autres le méritent aussi. Tu vois, si tu as une lumière, pourquoi la cacher au monde? Et, et c'est comme ça que j'en arriverai à un autre point, ce serait de donner la parole aux plus introvertis, à ceux qui ne parlent le moins, en s'harmonisant à leur rythme, à leur ton. C'est-à-dire pas comme moi, là. Je suis le mauvais exemple. Là, je sais quand tu m'as dit on a 25 minutes pour parler, j'avais quelques messages à transmettre et je suis en train de le faire un peu rapidement. C'est rythmé, peut-être c'est pas en harmonie avec la personne introvertie. Et c'est à elle de venir sur le devant de la scène, à elle de venir dans tes vidéos, de venir voir Stéphanie, de t'envoyer un message comme je t'ai envoyé, de dire je veux parler, c'est le moment. Et que cet entrepreneuriat de sens, cette prise d'initiative, elle soit la première pierre posée dans sa vie à elle et dans la vie de toutes celles qui attendent. N'attendez plus. Voilà. Et j'ai 2 autres choses encore à dire, mais 2 autres messages. Mais peut-être il n'y a plus le temps. C'est à toi de me dire. Allez, je te laisse. Allez, vas-y. Donne tes 2 autres messages. En fait, ma mère, j'ai appris d'elle que, en fait, elle a toujours invité les autres femmes à viser le plus haut dans leur zone d'excellence. Pas le plus haut des hommes, pas le plus haut de tel sexe, de tel système, mais dans sa zone d'excellence. Elle arrivait à trouver ça, tu sais, à trouver le talent de chacun et dire, OK, vas-y et vise le plus haut. Si ta spécialité, c'est la science, vas-y, vise le plus haut dans la science. Regarde, je suis parti d'un village que quasiment personne ne connaît. On était des planteuses de pistaches. Et aujourd'hui, j'enseigne à l'université de Téhéran. Aujourd'hui, je suis une géologue. J'ai réussi à avoir tel diplôme avec telle note. Et tu peux le faire aussi. Mais tu peux le faire que si c'est ta zone d'excellence. Donc, fais preuve d'orgueil. Là, c'est le message, c'est partout on entend dire ouais, sois bienveillant, laisse ton ego de côté. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, fais preuve d'orgueil, arrive avec ton ego, prouve ton excellence et refuse, tu sais, la place qu'on te décerne. C'est quitte à dire, voilà, ça, tu me donnes ça, tu me donnes ce salaire, tu me donnes cette place, je la veux pas, je la prends pas parce que j'ai une zone d'excellence, elle est ailleurs. Quitte à prendre la place qui est la tienne et pour juste viser cette zone d'excellence-là. Et voilà, c'était le message que vraiment ça m'a touché et que ma sœur est en train de pratiquer aujourd'hui. Tu sais, elle a lancé son agence de voyage, comme je te disais, qui est en train de faire faillite parce que coronavirus.
Et ils sont en train de rebondir avec son mari, avec ses idées, avec son état d'être. Donc si aujourd'hui elle m'entend, qu'elle prenne la parole auprès de toi à la réunion. Tu sais, cet état d'esprit de ne pas se suffire des miettes qu'on te donne, d'exiger le gâteau que tu as toi-même cuisiné, parce que celle qui est à la cuisine, comme je l'ai parfois vécu alors ça c'est une anecdote, mais quand j'allais à des rendez-vous professionnels avec mon père en Iran, c'était souvent au rez-de-chaussée du plus haut building de Téhéran, qui est une société d'assurance. Et à ce sous-sol, il y avait des rendez-vous, voilà, il y avait une mosquée en fait. On priait et à la fin, il y avait du business qui se faisait. Et moi, je disais aux gens, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Moi, je trouve ça honteux. Pourquoi vous mélangez les deux? Soit il y a la spiritualité, soit il y a le business. Mais venez pas prendre l'un pour prétexte de l'autre. Et, et dans ma révolte, tu vois, j'étais à côté d'un rideau qui nous séparait de la partie des femmes. Et je tourne le rideau. Et mon père me dit, mais ne fais pas ça. Je dis, mais arrête, j'en ai rien à faire de votre réunion à la con, là. C'est tous des escrocs, lui, je le connais. L'autre, là, on est allé chercher en prison la semaine dernière, etc. Donc, je veux parler à cette femme qui est derrière le rideau. Et elle était en train de cuisiner. Elle était en train de couper des pastèques. Tu vois, pourquoi? Parce que c'était le ramadan et que fallait nourrir les gens. C'était le premier repas de la journée, etc. Et je lui dis, mais vous, toutes les femmes, ça vous fait beaucoup de tâches là pendant le ramadan. Nous, on fait rien, nous les hommes. Elle me dit, ouais, si seulement tu savais. Et, et tu vois, c'est elle-même, elle cuisine, mais elle-même, elle ne profite pas de ce dont elle cuisine. Et le message, c'est de dire, exige toute la part du gâteau que toi-même t'as cuisiné quelque part. Je ne sais pas si le son passe bien. Oui, ça passe. D'accord, j'ai quelques échos, mais c'est OK. Et enfin, le 7e point, ce serait quand tu vas prendre la parole, ne rien laisser dire à ta place. C'est-à-dire, on vit dans un monde où c'est très facile pour les gens de dire, ouais, un tel a eu telle intention. On va te prêter des intentions, on va te dire, les femmes veulent ça, il faut ceci pour les femmes, il faut cela pour toi. Mais peut-être c'est pas vrai. Donc, moi, je t'invite, comme ma mère m'a invité à le faire, à écrire et à dire tes propres discours, à écrire ce que tu as à dire et vraiment à le dire. Si quelqu'un te prête une intention, de dire stop, c'était pas là mon intention. Moi, ce que je veux dire, c'est ça. Et si tu as écrit tes discours, si tu commences à les dire par toi-même, tu vas voir, en fait, au bout d'un moment et assez rapidement, en peu de temps, les gens vont moins t'écraser. Ils vont moins oser venir te prêter des intentions, de dire oui, elle a dit ceci, elle a dit cela. Tout ça va partir et tout le monde va savoir ce que tu dis vraiment, ce que tu penses vraiment, comment tu vois le monde. Et cette vision-là, on en a besoin. Tu vois, moi, par exemple, j'en ai besoin. C'est pour ça que je le dis. J'ai besoin que ma femme parle parce qu'elle a créé un système autour du mandala. Elle fait faire des mandalas aux gens pour rentrer dans leur subconscient, pour se soigner, pour se guérir. Et cette qualité de psychologue, elle l'expose peu. Donc, moi, j'ai besoin qu'elle le fasse à la maison avec moi, qu'elle le fasse avec nos voisins, qu'elle en parle. Mais si elle ne le fait pas, qui le fera? Tu lui diras qu'elle peut m'appeler quand elle veut et qu'on peut échanger avant. Et peut-être qu'elle aura envie, après, de vouloir témoigner de ce qu'elle fait. Ce serait avec un grand plaisir. Farzad, voilà. on est obligé d'arrêter. On est à 39 minutes, tu vois. On a dépassé le truc et c'est fort intéressant. Donc, peut-être celles ou ceux qui ont envie de te rencontrer et d'échanger avec toi sur d'autres sujets, qui n'hésitent pas. Tu mettras ta page pro en lien sous la vidéo quand on la diffuse, quand elle sera en direct. Pardon. Moi, j'ai eu un réel plaisir, en tout cas, de te rencontrer. Je dis merci à toutes et à toutes pour leur écoute de ce moment avec notre premier homme sur le deuxième. Allez, après Didier qui est mon collègue sur ce projet, le deuxième qui intervient en faveur des femmes en témoignant sur l'expérience de sa maman et ce qu'elle en a vu en tant que petit garçon et grand garçon. Et puis j'ai envie de conclure en disant que la plus belle réussite, et on me l'a dit un jour, d'une femme, c'est d'avoir réussi à rendre responsables ses enfants. Et je pense que ta maman a fait du bon boulot, Farzad. Donc voilà, je vous embrasse.
À bientôt et toujours prenez soin de vous, respectez les règles de barrière et je vous dis à très vite. Ciao. Ciao.